Le cas du cholangiocarcinome intrahépatique, ça c'est la vedette qui monte. Le cholangiocarcinome intrahépatique, et c'est le docteur Étienne Gédou, qui est un chirurgien expert à Rennes, qui est un des meilleurs chirurgiens hépatiques de la place, et qui va nous dire ce qu'il convient de faire lorsque la lésion est apparemment non résécable, ou a priori non résécable. Merci, Monsieur le Président, Monsieur Boudjema, chers collègues. Je suis très honoré de m'exprimer devant vous et remercier Monsieur Boudjema pour sa confiance. Alors, le cholangiocarcinome intrahépatique est une tumeur maligne rare et contrairement au carcinome hépatocellulaire, elle se développe souvent sur un poisson et donc on ne se rend pas compte. C'est des tumeurs qui sont découvertes à un stade où elles sont volumineuses et donc difficiles à prendre en charge chirurgicalement. Et donc les malades arrivent avec des grosses tumeurs. Et je voudrais insister d'emblée sur l'importance de la coopération ou de l'entente entre radiologues interventionnels, radiothérapeutes, oncologues et chirurgiens pour la prise en charge de ces malades. Alors, une belle image vaut mieux qu'un long discours. Et vous voyez, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est ces gros cholangiocarcinomes localisés qui se développent dans le foie, qui sont localement avancés et qui vont en contact des pédicules portaux, en contact de la veine cave inférieure, des veines hépatiques et qui ne sont pas résécables, en tout cas pas d'emblée. Alors, comme je disais, la présentation clinique de ces cancers n'est pas spécifique et souvent les malades arrivent avec des grosses tumeurs, syndrome Thomas, longtemps asymptomatique. Vous voyez dans cette série de l'équipe de Boston, 70% des malades arrivent avec des tumeurs déjà avancées. La chirurgie reste le seul traitement potentiellement curatif. Les récidives sont fréquentes. La survie, il faut l'admettre, pas très bonne. Et vous voyez cette série du service à Rennes, 87 malades réséqués. La survie globale ne dépasse pas les 35%. La survie sans récidive à peine de 20%. Et puis, les facteurs de mauvais pronostic classiques, c'est surtout l'envahissement ganglionnaire et la positivité des marches de résection. Voici comment sont classés aujourd'hui les cholangiocarcinomes intrahépatiques. Trois grands groupes, les tumeurs résécables d'emblée, ce n'est pas le plus fréquent, c'est de l'ordre de 25% des malades. Et puis, les cholangiocarcinomes métastatiques, qu'il est inutile d'opérer, et puis ce groupe intermédiaire des cholangiocarcinomes intrahépatiques localement avancés qui ne sont pas opérables d'emblée et qui font l'objet de ma présentation d'aujourd'hui. Alors, comment amener à la chirurgie ces malades qui ont des gros cholangiocarcinomes non résécables d'emblée? On dispose de plusieurs stratégies qui peuvent être associés d'ailleurs. Ça peut être les traitements d'induction, de réduction, type chimiothérapie ou traitement intra-artériel ou leur association. Les techniques de remodelage hépatique, on a parlé, je ne reviendrai pas dessus, c'est l'embolisation portale associée ou non à l'embolisation des veines hépatiques. Et puis, cette chirurgie en 2 temps. Et enfin, rendre résicable ce qui n'est pas d'emblée, c'est faut élargir les hépatectomies. Il faut faire des hépatectomies élargies ou super élargies, les élargir au parenchyme hépatique, au vaisseau. Et cette chirurgie peut se faire in situ ou exceptionnellement ex vivo. Voyons tout d'abord les traitements d'induction, la chimiothérapie. Et vous voyez, je vous ai mis ici ce beau travail de l'équipe de Paul Brousse. Qui montrait l'efficacité de l'association gemcitabine oxyplatine pour rendre résicable ce que n'est pas d'emblée. Et vous voyez, on a un taux de résicabilité secondaire de 53% sur 74 malades qui ont été traités par chimiothérapie systémique, qui n'étaient pas résicables d'emblée. 39 ont pu accéder à la chirurgie. Et ce qui est intéressant, c'est que le pronostic de ces malades devenus résicables grâce à la chimiothérapie systémique, ce pronostic est le même que les malades qui étaient résécables d'emblée. Vous voyez, les résécables d'emblée, c'est la courbe bleue, c'est des malades qui ont été opérés d'emblée. Cette résicabilité secondaire peut être obtenue grâce au traitement intra-artériel, la chimiothérapie intra-artérielle. Et vous voyez ce travail prospectif randomisé américain
qui compare la résicabilité secondaire en utilisant la gemcitabine cisplatine seule à la gemcitabine cisplatine associée à l'irinotecan intra-artériel. Vous voyez, 25% de résicabilité secondaire dans le groupe des malades qui ont eu de l'irinotecan intra-artériel associé à la chimiothérapie versus 8% pour les malades qui ont reçu que de la chimiothérapie. Enfin, cette résicabilité secondaire peut être obtenue grâce à la radioembolisation à l'yttrium 90, plus ou moins chimiothérapie systémique associée, et on a la chance à Rennes d'avoir facilement accès à la radioembolisation. Et puis, et donc, vous voyez ici, nos résultats ont été rapportés récemment dans l'analyse surgical oncologie en 2020. C'est une série chirurgicale, 169 malades opérés, 137 opérés d'emblée, 13 n'étaient pas résécables d'emblée, donc rendus résécables grâce à la chimiothérapie, et 19 malades qui n'étaient pas résécables d'emblée et rendus résécables grâce à la radioembolisation. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde la survie sans récidive et la survie globale, les courbes se superposent. C'est même peut-être un peu mieux pour les malades qui étaient devenus résécables après radioembolisation, mais ça n'atteint pas la significativité. Alors, à quoi ressemble cette résicabilité secondaire ou cette réduction? Notre première expérience a été publiée en 2015. 8 malades résiqués après traitement chimiothérapie et radioembolisation. Je vous ai mis ici 3 exemples. Vous voyez le premier malade, c'est un gros cholangiocarcinome du foie droit. Il vient en contact de la veine cave inférieure. Et puis, il s'en éloigne après radioembolisation. Le deuxième, un gros cholangiocarcinome de 20 cm, intrahépatique, exclusivement intrahépatique, vous l'avez bien compris. Et cette tumeur vient en contact des pédicules portaux de la veine cave inférieure et elles s'en éloignent. Vous voyez, elles font sous radioembolisation et chimiothérapie. Et enfin, le troisième cas est celui d'une tumeur qui vient en contact du carrefour cavo-sous-hépatique et qui s'en éloigne grâce à la radioembolisation et une chimiothérapie systémique associée. Alors, une vertu particulièrement intéressante, M. Bojima, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est que la radioembolisation augmente le volume de futurs foie restant, donc elle participe au remodelage hépatique. Et ces malades-là, les 8 malades qui ont été opérés après radioembolisation, un seul malade avait besoin d'une embolisation portale droite avant de réaliser d'ailleurs des hépatectomies élargies. Deuxième moyen pour rendre résécable ce qui n'est pas d'emblée, c'est les techniques de remodelage hépatique, l'embolisation portale, la déprivation totale du foie et les techniques, la chirurgie en 2 temps. On en a parlé, je ne reviens pas sur ça. Et le troisième moyen, c'est d'élargir les résections. Il ne faut pas hésiter à élargir les résections au parenchyme hépatique, aux vaisseaux adjacents, les vaisseaux du foie restant, pour atteindre des marges saines. Alors, ces hépatectomies élargies, là, c'est l'expérience du service a été rapportée par Damien Barja en 2015. Entre 1997 et 2013, 107 malades réséqués de cholangiocarcinome intrahépatique. Vous voyez, un quart des malades avaient des hépatectomies élargies. Et vous regardez le tableau à gauche, si la morbidité est supérieure dans l'équipe, dans le groupe des malades qui ont eu des hépatectomies élargies, ça n'a pas d'incidence sur la mortalité à 90 jours et surtout le pronostic à long terme est le même pour les malades qui ont eu des hépatectomies élargies. Ceux qui ont eu des hépatectomies simples, vous voyez, les courbes de survie globale et les courbes de survie sans récidive se superposent. Alors, ces hépatectomies élargies sont souvent associées à des résections vasculaires, des résections de la veine cave inférieure, de la veine porte, des artères hépatiques ou des veines sous-hépatiques. Et cette série multicentrique de 1087 cholangiocarcinomes intrahépatiques opérés, 12% des malades ont eu des résections vasculaires, soit 128 malades, 21 résections cave, 98 résections porte et 9 doubles résections cave et porte. Et vous voyez dans ce tableau aucune différence en matière de morbidité ni de mortalité précoce. Et puis, les courbes de survie, pareil, c'est les mêmes. De point de vue pronostic, la résection vasculaire n'obère pas le pronostic de ces malades et la survie globale et sans récidive sont les mêmes pour les 2 groupes de malades.
Alors, ces résections élargies peuvent être poussées à l'extrême pour, encore une fois, rendre résécable ce qui ne l'est pas d'emblée. Cette chirurgie peut être faite ex vivo, c'est exceptionnel, mais ça peut aider parfois. Et vous voyez ce dossier de cette patiente de 55 ans qui arrive avec ce gros cholangiocarcinome intrahépatique qui envahit la veine cave inférieure, toutes les veines sous-hépatiques. Et pour la reséquer, il fallait l'opérer en ex vivo après réfrigération. La stabilité hémodynamique, entre-temps, elle est assurée par une circulation veineuse ou véno-veineuse et ce foie a été réparé en ex vivo pendant 3 heures sous microscope avant d'être réimplanté. Alors, un dernier mot sur la place que pourrait avoir la transplantation hépatique dans la prise en charge de ces gros cholangiocarcinomes intrahépatique, c'est exceptionnel, mais quand vous avez un malade jeune avec un gros cholangiocarcinome intrahépatique qui est exclusivement intrahépatique, qui reste stable, qui répond au traitement néoadjuvant, mais qui reste non résicable, se pose la question de la transplantation hépatique un peu à titre compassionnel, mais ça reste exceptionnel. Vous voyez cette série publiée en 2018 de 6 malades qui ont été transplantés après une chimiothérapie néoadjuvante, après une stabilité de 6 mois. Vous voyez, les résultats sont tout à fait impressionnants. Et puis, je finis par un cas clinique. C'est un dossier d'un jeune de 35 ans, un jeune père de famille qui arrive dans le service avec ce gros cholangiocarcinome, avec même des nodules filés dans le foie. Et puis, à l'évidence, cette tumeur n'est absolument pas résécable. Vous voyez, elle prend tout le carrefour cavosous-hépatique, les 2 pellicules. Alors, ce monsieur a eu un traitement à base de chimiothérapie, yttrium 90, radiothérapie externe. Ça répond très bien, vous voyez, il y a une diminution de la taille de la tumeur, mais ça reste non résicable, malheureusement, et là se pose la question de la transplantation hépatique. Et ce monsieur a été proposé à la greffe. Ça commence bien sûr par un piqué ganglionnaire pour être sûr qu'il n'y ait pas de ganglion positif dans le pédicule hépatique et transiliaque. Et il a été transplanté. Il a eu un greffon marginal refusé par 5 équipes de transplantation en France, un greffon hors tour. Ce monsieur est vivant 7 ans après la greffe, pas de récidive. Et ce qui est intriguant, c'est que dans l'explant, on a trouvé quand même une 30aine de métastases intrahépatiques. Alors, pour conclure, quelques messages. Seule la chirurgie permet d'obtenir une survie prolongée chez ces malades. Il n'y a pas mieux. La chimiothérapie ou mieux la radioembolisation à l'yttrium sont des moyens de réduction tumorale efficaces, encore une fois, pour aller à la chirurgie. Il ne faut pas hésiter à élargir les exirèses, à faire des résections vasculaires. Ça n'altère pas le pronostic et ça rend résécables des malades qui ne sont pas résécables d'emblée. Et enfin, la transplantation hépatique, dans le contexte de pénurie d'organes, a-t-il sa place dans le traitement de cholangiocarcinome intrahépatique gros non résicable d'emblée? La question, on n'a pas encore la réponse. En tout cas, je pense que ça ne sera pas pour demain. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ethan. C'est Émilie Grégoire qui nous fait l'honneur de discuter ta présentation. Marseille, Émilie. Je vais commencer par vous remercier de me permettre d'être aujourd'hui parmi vous et puis de discuter cette présentation très intéressante dans une des tumeurs qui a été choisie pour discuter de ce sujet-là, qui est assez déroutante, ou même des fois quand le malade est résécable, on se demande si c'est bien justifié de le réséquer au vu du pronostic de ces malades-là. Donc, pour resituer un tout petit peu le contexte que nous a bien donné Ethem, c'est le 2e cancer primitif du foie, c'est quand même une pathologie rare, c'est 2000 malades par an, et dans 70% des cas, les malades arriveront au diagnostic en étant non résécables, a priori. Que la réponse à la chimiothérapie reste quand même assez médiocre, hein, hormis quelques études qui montrent des résultats un peu plus intéressants, mais enfin, il n'y a pas de réponse majeure à la chimiothérapie seule, et que la survie médiane sous chimiothérapie n'est que de 12 mois.
Donc, il y a quand même un rationnel pour dire que chez ces malades-là, le seul traitement curatif est la chirurgie et que ça pousse forcément les chirurgiens à aller un peu plus loin et à essayer de réséquer ces malades qui étaient a priori non résécables. Donc, il nous l'a bien montré, il y a deux finalement possibilités. Rendre résécable ce qui ne l'était absolument pas, c'est-à-dire downstager la maladie tumorale, l'écarter des vaisseaux, réduire la masse tumorale, et bien pousser les limites de la résection hépatique, qui peut se discuter pour n'importe quelle indication dont on a parlé tout à l'heure, qui est tout ce qui concerne la remodélisation du foie par l'intermédiaire de la modulation du flux porte, qui, poussé à son extrême, revient à enlever tout le foie et à proposer la transplantation hépatique. Donc finalement, moi, ce topo m'a amené d'autres questions finalement que la résécabilité, parce qu'on voit que plus on avance dans le temps, plus cette résécabilité, elle est repoussée en permanence, et les malades qui étaient, ça a été dit tout à l'heure, qui étaient irrésécables hier le sont aujourd'hui, et les malades d'aujourd'hui irrésécables seront résécables demain. Donc finalement, la question qu'il faut aujourd'hui peut-être se poser, c'est où s'arrêter, à quel moment on va être finalement néfaste aux patients. Quelles sont les situations défavorables où finalement la chirurgie va faire moins bien, va altérer soit la survie du patient, soit même sa qualité de vie, même si on prolonge sa vie, et pour le cholangiocarcinome, la survie à 5 ans est quand même modeste. Hein. Est-ce que prolonger sa survie dans des conditions effroyables, ça sera vraiment licite? Et les questions que je voulais te poser sur ce sujet-là, c'est finalement, est-ce que l'hépatopathie aussi sous-jacente va impacter cette décision, l'état général du patient, l'état nutritionnel, pour l'amener à des chirurgies aussi lourdes? Quelle va être ta limite? Est-ce que, par exemple, le statut ganglionnaire, les marges dont on sait à quel point elles sont pronostiques, vont te freiner à un moment donné? Et est-ce qu'il faut décaler finalement cette exploration de la résécabilité, de la résection elle-même, quand on sait à quel point l'histologie extemporanée peut se tromper et changer complètement la décision qui va être prise à ce moment-là? Est-ce qu'il ne faut pas finalement faire un vrai staging ganglionnaire avec une analyse définitive avant de proposer des chirurgies aussi lourdes aux patients? Est-ce qu'il y a des avancées? Et là, ma recherche de la littérature m'a amené qu'il n'y avait pas de choses exceptionnelles en termes d'imagerie sur cette exploration de la résécabilité, ou en tout cas des contre-indications à la résection. Et puis, dans cette indication où on sait que le pronostic sans la chirurgie est effroyable, est-ce qu'il faut finalement se limiter? Et est-ce qu'il y a des alternatives qui sont valables? Et pour le coup, là, ce qui ressort immédiatement, c'est la radioembolisation. Et de la même façon qu'on parlait tout à l'heure de l'immunothérapie qui va amener des réponses complètes, ou ensuite, quand on opère les patients, on n'a aucune cellule tumorale, est-ce qu'il ne va pas falloir à un moment donné aussi se poser la question d'une vraie alternative à la chirurgie, et de ne pas opérer ces malades qui ont des réponses majeures et prolongées, parce que finalement, peut-être que ça a été leur traitement et que la chirurgie ne fera pas mieux que ce qu'a fait ce premier traitement à visée de downstaging. Voilà les quelques commentaires que j'avais. Merci, Émilie. Ça fait beaucoup de questions. Hein. Alors, est-ce qu'il faut se limiter? Je pense que oui et non. Tu as posé une question sur l'hépatopathie sous-jacente. Je pense que c'est valable pour toutes les tumeurs. La chirurgie, il faut qu'elle s'adapte à l'état du foie sous-jacent. L'état nutritionnel du malade, encore une fois, c'est valable pour toutes les tumeurs et pour toutes les pathologies. Je voudrais insister sur les marges et sur le N+. Moi, je pense que les marges, je ne pense pas, c'est Olivier Farge qui a pensé en 2009. Et en fait, on sait aujourd'hui qu'1 centimètre, une marge de 1 centimètre donne les meilleurs résultats. Plus la marge est faible, moins bons sont les résultats. Mais même avec une marge faible, il faut aller opérer les malades. C'est toujours mieux que de ne pas les opérer. Alors, ce que je dis est valable pour les malades N0. Dès que les malades sont N+, et on le voit très bien sur les courbes des données de l'AFC en 2009, dès que on est N+, les résultats sont les mêmes, les survies sont les mêmes pour les malades R0 et R1.
Moi, je pense que les statues ganglionnaires allaient faire des résections majeures, remplacer les veines caves, remplacer les artères et les veines portes pour des malades qui ont des ganglions intera-aortiques positifs. Ça ne fait que nourrir l'ego du chirurgien, mais ça ne sert à rien au malade. Et est-ce que tu décales ces deux gestes? Donc, est-ce que tu cherches à obtenir une histologie définitive et plus fiable que l'extemporanée avant de te lancer dans des chirurgies majeures comme celle-ci? C'est-à-dire ta question, est-ce qu'on fait un picking ganglionnaire intera-aortico-cave avant de se lancer dans une chirurgie majeure? J'ai envie de te dire oui, mais dans la vraie vie, non. Voilà. On est d'accord que quand même, il y en a un certain nombre de cas, le résultat définitif est différent de celui de l'extemporané. Exactement. L'extemporané vaut ce qu'il vaut, mais même s'il valait, est-ce qu'on aurait fait un extemporané systématique chez un malade de 35 ans qu'on ouvre par un gros cholangiocarcinome? Enfin, je pense que la décision de faire marche arrière sur un ganglion positif est difficile, même si peut-être qu'elle est légitime. Je voudrais peut-être rajouter un petit élément à cette discussion à propos des ganglions, c'est l'envahissement ganglionnaire ne suit pas forcément le pédicule, donc ils peuvent sauter des relais ganglionnaires, les métastases, et qu'il peut très bien y en avoir dans le thorax et pas dans l'abdomen. Donc on est un petit peu embêté là. Pour les ganglions dans le cholangiocarcinome, on ne sait pas trop comment faire. Et ma question sur l'hépatopathie, ça portait surtout sur la cholangite sclérosante, où il y a des résultats qui sont moins bons alors que c'est un facteur de risque de développement du cholangiocarcinome. François Cauchy. Non, j'avais juste un petit commentaire. Alors, je le trouve un tout petit peu mou sur la chimiothérapie. C'est vrai que pour l'instant, le standard, c'est quand même assez rustique, mais il y a quand même deux sous-types de cholangiocarcinome, en particulier intrahépatique, qui sont IDH1 et FGFR2 qui sont mutés, qui ont des chimiothérapies un peu ciblées, chez qui on peut avoir des perspectives de résultabilité secondaire parce que justement, ils répondent très bien à cette chimiothérapie. Deuxième chose, c'est qu'il y a un essai d'immunothérapie qui est Topaz 1 qui semble donner des résultats positifs sur le durvalumab. Il y a des vraies perspectives de traitement d'induction, en tout cas chez les malades localement avancés, encore une fois localement avancés, pas les métastatiques. Et la deuxième chose, c'était sur la place de la transplantation hépatique. Effectivement, il n'y a qu'une seule série avec 6 malades, des chimiothérapies qui sont très hétérogènes. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de réévaluer ça avec des malades justement qui ont de la radioembolisation, un peu sélectionnés avec de la chimiothérapie, alors que ce soit du GMOX parce que c'est le standard, mais maintenant la radioembolisation est validée en première ligne chez les localement avancés, en association ou pas avec la chimiothérapie ou d'immunothérapie, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, de réévaluer la possibilité de transplantabilité secondaire de ces malades. Oui, d'autant plus que l'étude en question que tu as citée, elle n'est pas très satisfaisante. Il y a un recul de 36 mois, il donne des survies à 5 ans. Il y a des artifices statistiques qui font douter un peu quand même des résultats de cette étude. Le micro. Dans cette étude, il n'y a pas eu de picking ganglionnaire chez les malades. Les 6 malades, et quand ils répondent, les auteurs, ils disent que sur les explants, il n'y avait pas de ganglion positif, mais en tout cas, il n'y avait pas, comme dit François, c'est la chimiothérapie est hétérogène et il n'y a pas eu de picking ganglionnaire. Donc, en tout cas, voilà, après, ça reste 6 malades. Oui, 6 malades. Et d'ailleurs, quand on reprend, parce qu'il y a 12 malades qui étaient évalués en tout, mais quand on reprend à la base, même le nombre de malades qui étaient référés et qui ont été évalués et en la fin, ce qui ont été greffés, c'est une minuscule niche. Et donc, on ne peut pas dire que la greffe va solutionner le problème du cholangiocarcinome. Merci Émilie et merci Étienne. Merci Émilie pour cette très belle discussion, précise, courte. Dernier volet de cette résection des tumeurs apparemment non résécables, le cas du cholangiocarcinome périhilaire. Et là, on a notre expert national,